Saveria Rojek interroge donc François Asselineau. C'est le face-à-face de Présidentiel 360. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors votre mesure phare, votre grand projet, c'est la souveraineté de la France, que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et tout ça sans référendum. Est-ce que c'est bien réaliste comme programme ? Écoutez, nous sommes un public Sénat, donc a priori le public est intéressé par les questions politiques et par les questions constitutionnelles. Je vais rappeler ici ce que je rappelle dans tous les médias où je suis interrogé, c'est que nous sommes devant l'élection présidentielle, on n'est pas devant les élections législatives. L'élection présidentielle vise, c'est une lapalissade, à élire le chef de l'État. Or, le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, de notre loi suprême, il est précisé que doit veiller au respect de la Constitution et que le président de la République, je cite l'article 5, est le garant de l'indépendance nationale. Ça veut dire quand même que je suis frappé de constater que la campagne telle qu'elle a commencé, on voit des candidats qui présentent des mesures en matière économique, sociale, de santé, d'éducation, de culture. Très bien. Moi aussi, j'en présenterai. Mais quel est leur programme en tant que président de la République ? L'article 14 fait du président de la République le chef de la diplomatie. L'article 15 de la Constitution fait de lui le chef des armées. Donc moi, je présente d'abord un programme présidentiel qui est celui qui consiste à garantir l'indépendance nationale. Il ne peut pas y avoir d'indépendance nationale. Vous savez que De Gaulle considérait que c'était le synonyme de la démocratie. Si nous sommes et si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Donc vous rendez donc sa souveraineté à la France. Et pour répondre à votre question, je ne vais pas faire de référendum. Je vais quand même pas faire un référendum pour demander aux Français, êtes-vous d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel vous venez de m'élire. Très bien. Alors, vous vous décrivez comme un candidat anti-système et souverainiste, mais vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce qui vous différencie de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon sur ce point ? Pourquoi c'est la seule solution pour sortir de la prison des peuples, de sortir de l'Europe ? D'abord, je n'ai jamais dit moi-même que j'étais anti-système. C'est un peu la presse qui m'a décrit non, mais ainsi. vous qualifiez l'Europe comme la prison des peuples. Ça, c'est exact. Ça, c'est exact. Eh bien, la question, elle est dans la réponse est dans la question que vous venez de me faire. Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon critiquent beaucoup la construction européenne. Ils ont raison de le faire. D'ailleurs, souvent, notamment M. Philippot, que l'on voit plus souvent d'ailleurs que Mme Le Pen, parce que semble-t-il, Mme Le Pen a des difficultés à parler devant les médias, eh bien, M. Philippot ou M. Mélenchon reprennent un certain nombre de mes arguments. Sauf que ils ne proposent jamais d'en sortir. Ils proposent de renégocier les traités. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier sérieusement les traités, puisque les traités européens ont été actés par 28 gouvernements et 28 peuples, et que pour les modifier, il faudrait l'accord de 28 gouvernements, enfin de 27 autres gouvernements et 27 autres peuples, pour modifier de fond en comble les traités, c'est-à-dire cette sédimentation de compromis depuis 60 ans entre des intérêts nationaux divergents. Donc ça n'arrivera pas. Vous savez, Lionel Jospin avait promis en 97 de renégocier les critères de Maastricht, il n'a rien renégocié du tout. François Hollande avait promis en 2012 de renégocier le TSCG, il n'a rien renégocié du tout. C'est ce qui me distingue, c'est pas la seule chose, parce que par ailleurs, Madame Le Pen, le fonds de commerce de Madame Le Pen, c'est quand même les questions d'anti-immigration, ce qui ne concerne pas notre mouvement politique. Et le fonds de commerce de M. Mélenchon, c'est l'extrême gauche et c'est des propos de type anticapitaliste. Sur l'immigration, restons un instant sur cette sortie de l'Europe. Selon une étude de la Fondation Terra Nova, la sortie de l'euro, uniquement la sortie de l'euro, coûterait entre 1 500 et 1 800 euros par ménage chaque année, ne serait-ce que pour payer les produits importés en France, le textile, le carburant. Encore une fois, est-ce que tout ça est bien réaliste de dire on va faire ça et ça ne va rien coûter aux salariés français, aux retraités français ? Alors d'abord, la Fondation Terra Nova, excusez-moi, mais c'est vraiment la dernière source à citer. C'est une émanation du Parti socialiste. Ils vont pas dire le contraire. Donc il faut être sérieux. Moi, je pourrais citer au contraire la fondation, l'étude qui a été faite par Jacques Sapir. La sortie de l'euro ne coûterait rien aux Français. Mais je n'ai pas dit que ça ne coûterait rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que rester dans l'euro, ça va nous coûter des sommes phénoménales. D'ailleurs, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'il y a actuellement 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, et ça fait des années que ça dure. C'est que chaque jour qui passe, ou à peu près, nous avons des usines qui ferment. On a des centaines d'usines qui ont fermé au cours des 10 dernières années. Les Français le savent. Ce que je sais aussi,
Mais on pourrait avoir un large débat sur l'euro, mais c'est un sujet très technique et très approfondi. D'ailleurs, la plupart des candidats ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on croit. En fait, tous les États ont gardé leur monnaie nationale, qui s'appelle chacun euro, mais qui sont des créances respectives sur les banques centrales respectives de chaque État. Ce que je peux vous dire, c'est que l'euro, en ce moment, pose de nouveau des problèmes énormes, notamment avec l'Italie et la Grèce, et qu'il est tout à fait probable que l'euro explose. Et si la France est prise dans l'ensevelissement de l'échafaudage, ça nous coûtera des centaines de milliards d'euros. Ces paroles contre paroles, je suis à votre disposition pour organiser un débat approfondi avec les représentants de la Fondation Terra Nova. François Asselineau, vous souhaitez également sortir la France de l'OTAN. Vous pensez réellement que la France, elle se défendra mieux par elle-même aujourd'hui dans le monde actuel sans l'aide de ses alliés ? Oui, parce que l'OTAN, en fait, nous impose d'abord une géopolitique. Je précise qu'en plus, c'est l'OTAN et pas uniquement le commandement intégré. Absolument, parce que d'ailleurs, Charles de Gaulle avait dit à Alain Peyrefitte un jour que lorsque le communisme s'effondrerait et lorsque le pacte de Varsovie disparaîtrait, eh bien l'OTAN n'aurait plus de raison d'être. Moi, je suis pour la dissolution de tous les blocs militaires. Il n'y a plus de raison à être assujetti à l'OTAN, d'autant plus que l'OTAN nous assujettit à la politique de Washington, à la géopolitique, on le voit vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Moyen-Orient. Moi, je veux revenir à une France souveraine et indépendante, comme d'ailleurs nous en fait obligation le fameux article 5 dont je parlais tout à l'heure. Et je me permets de signaler que je préserverai le principe fondamental de la sanctuarisation du territoire national par la force de dissuasion, mais que par ailleurs, nous nouerons des partenariats avec l'ensemble des pays du monde et pas seulement avec les États-Unis d'Amérique ou nos partenaires européens. Alors, vous parlez de partenariat, vous êtes contre l'intervention militaire en Syrie et en Irak. Vous pensez qu'il faut laisser Daesh prospérer, que Daesh va en fait disparaître de soi-même sans qu'on intervienne militairement d'abord, au sein d'une coalition? S'agissant de l'Irak, je dois avouer que j'ai été précédé par Jacques Chirac et par Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui avait fait un célèbre discours à l'Organisation des Nations Unies. Je l'avais d'ailleurs félicité à cette occasion. Bon, l'intervention de 2003 n'a rien à voir avec l'intervention actuelle de la coalition contre Daesh. Oui, mais ça, vous me parliez de l'Irak. S'agissant maintenant de la Syrie... Non, je parle de la coalition, l'intervention actuelle. S'agissant de la Syrie, il y a derrière ces affaires syriennes beaucoup d'arrière-pensées, c'est le moins qu'on l'on puisse dire, qui sentent le pétrole et les hydrocarbures. La France n'avait pas à se mêler d'une déstabilisation venue de l'extérieur de régimes qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont des régimes laïques dans le monde arabe. Donc on laisse Daesh prospérer sans rien faire. Mais qui finance Daesh et qui fournit les armements de Daesh? Vous voulez aller vous renseigner à la DGSE? Écoutez, les journalistes le savent. D'ailleurs, qui est-ce qui a dit quels sont les armements qui sont fournis à Daesh? Ce sont des armements américains et britanniques, notamment qui transitent par des bases en Turquie. Qui finance Daesh, sinon l'Arabie Saoudite et le Qatar? Qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Et d'ailleurs, avez-vous remarqué que depuis que la Russie est intervenue, et depuis d'ailleurs que Donald Trump a succédé à Obama, on ne parle plus de Daesh, en fait. On parle plus de Daesh. Oh, pratiquement plus. Très bien. Alors au chapitre économie de votre programme, parlons de votre programme, vous voulez renationaliser plusieurs grands secteurs de l'économie, EDF, GDF, l'eau, les autoroutes, les médias. Comment vous financez tout ça? Alors d'abord, je ne fais 25% du PIB. Non. C'est renationalisation. Non. Ne me faites pas passer pour quelqu'un, vous savez... Non, mais je vous laisse, vous êtes là pour vous exprimer. Donc. D'accord. D'abord, je ne propose pas la renationalisation des médias, je propose la renationalisation de TF1, dont la valeur boursière est de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. La renationalisation peut d'ailleurs être une nationalisation partielle. Bon, deuxièmement, le reste, les grands services... Je veux en fait que les Français récupèrent les grands services publics à la française. D'ailleurs, la plupart des entreprises que vous avez listées sont encore pour largement en main publique. Donc n'exagérez pas les coûts. EDF est encore très largement dans la main de l'État, etc. Ce que je veux surtout, c'est d'abord empêcher la privatisation rampante des services publics qui nous est imposée par l'Union européenne, en particulier par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc pour le reste, eh bien oui, effectivement, il y aura un coût de renationalisation. Mais vous savez, moi je fais aussi énormément d'économies par ailleurs. Moi, je propose un plan d'économie considérable, notamment ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortant de l'Union européenne, ça va nous faire des économies considérables. D'abord, la France, chaque année, verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et en reçoit 14, politique agricole commune, fonds du FEDER. De telle sorte, une fois que nous serons sortis, nous aurons récupéré 9 milliards d'euros,
Vous voyez qu'avec 1 mois et demi d'Europe en moins, on finance déjà l'acquisition de TF1. Et puis nous aurons, avec les 14 milliards restants, on continuera à donner les fonds aux agriculteurs, aux FEDER, aux chercheurs, aux collectivités locales, mais cette fois-ci, ça sera sur des fonds avec le drapeau bleu, blanc, rouge. J'ajoute que nous aurons également la diminution des cofinancements, 4 milliards d'euros. Sortant de l'Union européenne, nous sortirons de l'article 63 qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui va nous permettre d'aller vraiment lutter efficacement contre la fraude fiscale. La fraude fiscale est estimée en ce moment à 60 milliards d'euros. On pourra récupérer à peu près 20 milliards d'euros. Et puis il y a encore autre chose. Sortant de l'Union européenne, nous allons faire des économies considérables en matière de réglementation qui pèsent sur les TPE, les artisans, les PME. Ça a été un argument très fort utilisé au Royaume-Uni pour le Brexit qui avait été chiffré à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies. Nous, avec l'ensemble des économies que nous réalisons, on pense faire à peu près 70 à 80 milliards d'euros d'économies. Toujours sur l'aspect économique, dans une interview récente, François Fillon dit vouloir revenir à la situation d'avant les délires socialistes, avec la fin des 35 heures et la retraite à 65 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut mettre fin aux 35 heures? Moi, sur ces questions de 35 heures, je ne suis pas dogmatique. Je pense qu'il y a des situations où il faut que les gens puissent travailler 35 heures. Il y en a d'autres, notamment des métiers nouveaux, je ne sais pas moi, sur les Internet ou sur ce genre de choses, où les gens ne comptent pas leur heure. C'est d'ailleurs, vous savez très bien que les cadres dans les entreprises ne comptent pas non plus leur heure. Donc personnellement, je serais en faveur d'une grande souplesse dans cette matière. Je ne suis pas en faveur d'une réglementation très précise. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes peu connu du grand public, même si vous êtes fréquemment invité ces derniers temps des médias. Voilà. Pourtant, vous êtes inspecteur général des finances, vous avez fait HEC, l'ENA, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels plutôt de droite. C'est un parcours somme toute classique dans le monde politique. Vous êtes, j'allais dire, effectivement donc un produit du système. Vous avez travaillé avec Charles Pasqua, Françoise de Panafieux, ou encore Gérard Longuet. Gérard Longuet, il dit de vous que vous êtes cultivé, précis, érudit, drôle, mais il dit aussi qu'actuellement, vous réglez des comptes, il ne comprend pas le sens de votre démarche. C'est normal, Monsieur Longuet, pour qui j'éprouve de l'amitié, Monsieur Longuet est actuellement le porte-parole de François Fillon. Il ne va pas dire du bien d'un autre candidat, ça me paraît tout à fait normal. Le sens de ma démarche, encore une fois, j'insiste, je sais que on ne veut pas faire, on veut faire comme si ça n'existait pas. Il y a un article de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et permettez-moi de dire que les Français qui m'écoutent, actuellement, ils adhèrent au rythme de 200 à 300 adhérents par jour à notre mouvement politique. Les Français ne sont pas bêtes, ils écoutent beaucoup tout ce qui circule sur notre site upr.fr, qui est devenu le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ils sont très intéressés par mes analyses qui apportent un grand bol par rapport à la campagne actuelle. Justement, François Asselineau, quand on regarde votre site, vous êtes effectivement très actif sur Internet, sur les réseaux sociaux. On trouve dans certaines de vos interventions, une en particulier, vous accusez Robert Schuman, qui est un des pères de l'Union européenne avec Jean Monnet, d'être un agent des Américains, un agent de la CIA. Vous accusez également le Dalai Lama d'être des agents de la CIA. Les Américains seraient par ailleurs responsables du redécoupage des régions françaises, de Boko Haram, de Daesh. Est-ce que vous pensez réellement tout ça? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'au contraire, toutes ces thèses... Alors, je sais ce que vous allez oui, mais sortir, je vais vous montrer... Non, parce que vous n'avez pas peur que toutes ces thèses complotistes, elles décrédibilisent au contraire votre propos? Ça n'est pas... Je suis un peu énervé par ces questions, parce que tout figure sur notre site Internet. Vous êtes journaliste, c'est votre devoir d'aller regarder ce que je dis. Vous me parlez de Dalai Lama, du Dalai Lama et de la CIA. C'est un journaliste de Libération qui m'a attaqué là-dessus. Manque de chance, c'est un article de Libération de 1998, vous le lisez comme moi. Bon, absolument. Donc moi je prends, et puis il y a l'Humanité, et puis il y a le journal Le Point. Donc en fait ce que l'on me reproche sur cette question, c'est d'utiliser les journaux. Deuxièmement, USA et terrorisme, ça n'est pas moi qui le dis, c'était simplement par exemple BFM TV, le FBI qui organise des attentats avec des musulmans américains. C'est dans le journal Le Monde du 21 juillet 2014. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je cite les journalistes. D'ailleurs il y a quelque chose qui me paraît grave. C'est que il y a quelques années en France, le débat sur ces questions était autorisé. Je rappelle d'ailleurs que par exemple, regardez cette revue Historia, la CIA qui finance la construction européenne. Il l'est toujours, nous en parlons. Oui, mais ça, si vous voulez, c'était en 2003. Libération, c'était en 1998. Maintenant, ces journaux disent le contraire.
On a verrouillé en France le débat sur cette question. Et bien moi, je m'adresse ici aux gens qui m'écoutent. Les gens qui m'écoutent, ils vont chercher un chef de l'État. Ils ne cherchent pas un bisounours. Et quand je parle de l'influence américaine des services de renseignement américains, je ne nie pas, je sais parfaitement qu'il y a d'autres puissances, le MI6 britannique, le BND allemand, comment dirais-je, le FSB russe, qui sont aussi... Eh bien ça, c'est important qu'un futur chef de l'État sache que lorsqu'il sera aux commandes, il aura aussi affaire à ça. Rappelez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. En 2015, François Hollande a été écouté par la NSA. Ça avait fait un mini-scandale, mais ça a été vite étouffé. François Asselineau, très rapidement, si d'aventure vous n'êtes pas au second tour, pour qui allez-vous voter? Pour qui surtout appelez-vous vos électeurs à voter au second tour? Écoutez, d'abord, nous allons voir le Imaginons résultat. que ce soit Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Oui, mais ça s'appelle, vous savez, c'est ce que les Américains, vous allez dire que j'en parle encore des Américains, ils appellent ça self-fulfilling prophecy, les prophéties autoréalisatrices. Moi, je ne suis absolument pas convaincu que le deuxième tour opposera Madame Le Pen à M. Macron. Je pense, personnellement, que les sondages de l'une et de l'autre sont en fait très largement gonflés. Et je n'exclus pas du tout d'être au deuxième tour. Maintenant, si je n'étais pas au deuxième tour, eh bien, très probablement, je laisserais la liberté de vote aux Français parce qu'ils sont assez grands par eux-mêmes pour décider qui ils veulent. Très bien. Merci beaucoup. Merci François Asselineau d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci Saveria et merci François Asselineau. Trouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.